Bienvenue dans notre exploration du jour. On plonge aujourd'hui dans l'histoire fascinante d'une des grandes familles tribales qui a marqué le Maghreb, les Zenata. On a un peu décortiqué une discussion entre spécialistes pour en extraire, disons, les informations clés. L'objectif, comprendre qui ils étaient et quel rôle majeur ils ont joué. D'emblée, un point essentiel ressort de ces échanges. Il faut vraiment se défaire de l'image de tribus figées avec des frontières bien nettes. C'est pas du tout ça en fait. L'un des experts raconte même avoir grandi en entendant autour de lui des accents différents qu'il apprendra plus tard être associés aux Sanaja et aux Zenata, sans y voir au départ autre chose que des variations personnelles. Ça illustre bien ce brassage permanent. Absolument. Et c'est une excellente manière d'entrer dans le sujet, oui. Cette anecdote personnelle, elle met le doigt sur une réalité historique fondamentale. Ces grandes confédérations tribales, que ce soit au Maghreb ou ailleurs, elles sont en constante interaction. Il y a des mélanges, de la cohabitation pacifique bien sûr, mais aussi des conflits, du commerce, des alliances qui se font, qui se défont. C'est une dynamique universelle, quoi. Pour essayer de comprendre comment ces sociétés s'organisaient, on a parfois utilisé ce concept de segmentarité, développé par Raymond Aron en étudiant des éleveurs soudanais. L'idée, c'est celle de groupes emboîtés, la famille, le clan, la tribu. Mais attention, le terme arabe parfois utilisé pour traduire ça, inkisamia, il peut avoir une connotation négative, de division, de fractionnement. Or, il s'agit avant tout de systèmes d'organisation sociale complexes et fonctionnels. D'ailleurs, les sources anciennes mentionnent d'autres formes d'organisation, comme le lef ou le sof. Ça, ce sont des sortes d'alliances politiques, idéologiques, qui pouvaient dépasser les simples liens de parenté. Imaginez des factions, un peu comme des partis informels, qui structuraient les jeux de pouvoir locaux. Le lef, par exemple, a laissé des traces jusque dans le droit, avec l'expression « shahada la fif ». Ah oui, qu'est-ce que c'est? C'est un témoignage collectif. Des membres liés par ce lef attestent ensemble d'un fait et ça lui donne un poids particulier, justement à cause de cette cohésion reconnue. D'accord, d'accord. C'est beaucoup plus nuancé qu'une simple idée de tribu. Alors, allons au cœur du sujet. Qui sont précisément ces Zenata? Alors, les Zenata, qu'on appelle aussi Zénètes en français, ils constituent une très très vaste confédération tribale amazigh. Historiquement, on les situe principalement dans la partie la plus au nord de l'Afrique du Nord, sur une bande qui irait, grosso modo, de la région de Tanger jusqu'aux confins d'Égypte actuelle. On les décrit souvent comme des pasteurs, peut-être semi-nomades à l'origine. Ils habitaient notamment les plaines et étaient très liés à l'espace méditerranéen. Mais leur caractéristique la plus célèbre, vraiment, c'est leur réputation d'excellents cavaliers. Ah, les cavaliers, ça marque l'imagination, c'est vrai. Qu'est-ce qui faisait leur réputation? Une technique particulière, peut-être? Tout à fait. Leur maîtrise équestre était reconnue depuis très très longtemps. Potentiellement même, dès l'époque romaine, on peut imaginer des liens avec la fameuse cavalerie numide qui donnait tant de fil à retordre aux légions, hein. Il y avait même une manière spécifique de monter à cheval associée à eux, qui a laissé l'expression « monter à la zénette ». Mhm. Ah oui. Et ce n'est pas un hasard si le mot espagnol jinete, qui signifie cavalier, il dérive directement du nom zenata. Incroyable. Du coup, leur rôle militaire était souvent crucial, ils formaient souvent l'avant-garde ou les troupes de choc. On trouve d'ailleurs encore aujourd'hui des traces de leur passage dans la toponymie, les noms de lieux, par exemple dans la plaine de la Chaouia, au nord de Casablanca. D'accord. Certains noms ou même des accents locaux rappellent cette présence historique. Donc, leur savoir-faire militaire et puis leur position géographique, on imagine que ça a dû jouer un rôle clé dans l'histoire mouvementée de la région, notamment avec la péninsule ibérique juste en face. C'est exactement ça. Leur proximité avec le détroit de Gibraltar, que les sources arabes appellent Zokak, le passage, ça les a placés aux premières loges et en a fait des acteurs incontournables de l'histoire d'Al-Andalus. Il faut vraiment se représenter ce détroit non pas comme la frontière étanche, voire le mur, qu'il peut sembler aujourd'hui, mais comme un bras de mer de 15 km à peine, très fréquenté dans les deux sens, et ce bien avant l'arrivée de l'islam. Ah oui, quand même. Pensez aux Vandales, venus du nord de l'Europe. Ils traversent l'Espagne, passent en Afrique du Nord, jusqu'en Tunisie, avant de repartir pour certains s'installer en Galice. C'était une véritable autoroute maritime et terrestre, quoi. Les Zenata étaient donc massivement présents en Al-Andalus. Ils ont joué un rôle absolument déterminant, par exemple, dans l'établissement du califat omeyyade de Cordoue, au Xe siècle. Le prince omeyyade Abd al-Rahman Ier, qui avait fui le massacre de sa famille à Damas, il a trouvé refuge chez les Zenata,
Pourquoi? Parce que sa mère était issue de cette confédération. Ah, d'accord, lien familial? Exactement. Plus tard, c'est une figure d'origine zénata, le célèbre Al-Mansour ibn Abi Amir, qui deviendra le véritable homme fort du califat pendant des décennies. C'est lui qui en a assuré la puissance militaire et politique. Attendez. Al-Mansour ibn Abi Amir. Vous dites qu'il était d'origine zénata. Pourtant, son nom sonne tellement arabe. Comment on explique ça? Ça nous aurait complètement induit en erreur. Vous touchez là un point essentiel, et une source fréquente de confusion, y compris chez certains historiens, notamment orientalistes par le passé. L'application quasi systématique des conventions de nommage arabes comme la kunya, Le fameux Abu Intel. voilà, père d'une telle, ou d'autres surnoms honorifiques comme Al-Mansour, le victorieux, à des personnalités amazighes peut effectivement masquer leur origine profonde. Il faut comprendre que ces noms, c'était souvent ceux utilisés par les lettrés dans les chroniques, les documents officiels, pas nécessairement le nom d'usage au quotidien. Prenons d'autres exemples. Un homme nommé Omar pouvait être désigné dans les textes comme Abu Hafs. C'est le cas du célèbre général almohade Fasca Umzal, dont le nom amazigh était Fasca, peut-être, on suppose, parce qu'il était né le jour de Pâques, Tafasca en amazigh. Ah, intéressant. Un souverain nommé Slimane devenait Abu Rabia, comme le sultan Moulay Slimane au Maroc au début du XIXe siècle. Donc, le fait qu'une personne porte un nom à consonance arabe ou qu'elle soit musulmane, ça ne dit rien de son appartenance ethnique ou linguistique. C'est un piège classique quand on plaque les codes d'une culture sur une autre. C'est un rappel puissant de la complexité des identités historiques et, oui, de la prudence nécessaire avec les sources écrites. Très clair. Et après cette période andalouse, quel a été le rôle des Zénata au Maroc même? Leur influence reste majeure, bien sûr. Ils sont à l'origine de dynasties puissantes. La plus connue, c'est sans doute celle des Mérinides ou Marinides. Ils règnent sur le Maroc du XIIIe au XVe siècle. Certains historiens relient aussi l'expérience politique originale des Bourwata. Ah oui, les Bourfouata. Oui, cette principauté qui a existé pendant plusieurs siècles sur la côte atlantique avec sa propre religion, eh bien, on la relie à l'espace historique Zénata. Les Mérinides, eux, choisissent Fès comme capitale. C'est un choix logique qui les rapproche de leur base territoriale et de pouvoir située plutôt dans le nord du Maroc. Leur époque est souvent décrite comme une période de grande prospérité économique et de raffinement culturel. C'est un âge d'or pour l'historiographie, l'architecture, les arts. Ce sont eux aussi qui vont véritablement ancrer le chérifisme, l'importance politique et sociale des descendants du prophète au Maroc. Mais, et c'est là tout le paradoxe, Oui, hein, quel paradoxe. Il y en a un? eh bien c'est précisément sous le règne de cette dynastie brillante que commence la perte progressive d'Al-Andalus pour le pouvoir marocain. Grenade finit par tomber peu après la fin de leur dynastie, mais le déclin avait commencé bien avant. Ah oui? Opulence et puissance au Maroc, et en même temps, début de la perte de l'influence en péninsule ibérique. C'est ça le paradoxe. Fascinante dualité, effectivement. Et culturellement, on voit des changements sous les Mérinides, des choses notables. Oui, des changements assez notables même. Par exemple, c'est à cette époque que le zélise, ces magnifiques mosaïques de carreaux de céramique émaillés et découpés, commencent à être utilisés de manière beaucoup plus ostentatoire sur les façades extérieures. Ah oui, on voit ça partout à Fès. Exactement. Sur les mosquées, les médersas, les palais. Auparavant, la richesse architecturale était souvent plus intérieure, plus discrète vue de la rue. On peut y voir peut-être le signe d'une volonté d'afficher plus ouvertement la richesse et le statut. Une rupture avec une certaine retenue antérieure. C'est une interprétation possible. Une autre idée très intéressante qui ressort des chroniques, c'est la rapidité avec laquelle les Mérinides se seraient transformés. Décrits au début de leur ascension comme des chefs de tribu peut-être un peu frustes, C'est le mot utilisé, fruste. oui, ou en tout cas moins habitués au faste du pouvoir central après la chute des Almohades. Et ils deviennent en très peu de temps une dynastie avec une cour, une administration et une culture palatiale très élaborée. Un véritable glow-up dynastique en quelque sorte. Mais comment on explique une transformation si rapide? Juste par la richesse accumulée? Ça semble un peu court, non? L'argent aide, c'est sûr, mais l'explication est sans doute plus profonde et nous dit quelque chose d'important sur la continuité du pouvoir. Une hypothèse très plausible, c'est qu'ils ont tout simplement absorbé et intégré l'appareil administratif et bureaucratique qui existait déjà sous les Almohades. Un appareil qui était d'ailleurs peut-être déjà en partie composé de Zénata, on en revient toujours là. Ils auraient ainsi très vite appris à adopter les codes du pouvoir, les rouages de l'État, les usages du palais, le fameux Dar al-Makrezen, le cœur du pouvoir.
D'accord, une forme de continuité administrative. Tout à fait, et ce n'est pas un cas isolé, on observe un phénomène similaire plus tard avec les Saadiens. En arrivant au pouvoir au XVIe siècle, ils vont récupérer une partie du personnel administratif des Wattassides, qui avaient succédé aux Mérinides, pour apprendre et maîtriser les complexités de la gestion de l'État et du protocole. Ce qui est vraiment révélateur ici, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de table rase en histoire. Il y a toujours une forme de récupération, d'adaptation, d'intégration des structures, des savoir-faire et même du personnel précédent. Ça montre une capacité d'adaptation assez fulgurante. On a vu leur impact politique, militaire, cette fascinante adaptation au pouvoir. Mais qu'en est-il de leur empreinte culturelle plus diffuse? Comment cette identité Zenata se manifeste-t-elle, par exemple, dans la langue qu'on entend encore aujourd'hui? On parle souvent de l'accent znati, c'est ça? Effectivement, l'espace linguistique associé historiquement aux Zenata est immense. Aujourd'hui, on l'identifie souvent à un certain type de parler amazigh, particulièrement reconnaissable dans le Rif, dans le nord du Maroc. Mais petite précision, le terme rifin pour désigner cette langue est en fait assez récent. Il date des années 1920, popularisé dans le contexte colonial. Avant cela, les gens disaient simplement parler tamazide, la langue amazigh. D'accord, c'est important de le noter. Oui. Et un point géographique important, c'est la trouée Taza, ce couloir naturel entre le Rif et le Moyen Atlas. C'est un axe de passage majeur et historiquement une zone de contact intense, de switching code linguistique, où différentes influences amazighes se sont rencontrées et mélangées. Et cet espace linguistique Zenata, attention, il ne se limite pas au Rif ou au Maroc. On trouve des parlers apparentés en Algérie, notamment en Kabylie, mais aussi dans la région de Tlemcen avec les Chouïa ou les Bnisnous, Ah oui, Tlemcen? qui ont d'ailleurs leurs cousins les Benis Nassen, juste de l'autre côté de la frontière marocaine actuelle. On en trouve même des traces jusqu'en Tunisie, vers Tataouine ou sur l'île de Djerba. Tout cela correspond bien à la grande répartition géographique souvent admise par les historiens et linguistes, les Zenata plutôt au nord et dans les plaines, pasteurs semi-nomades, les Sanja plutôt au sud, dans le Sahara ou les montagnes du Moyen Atlas, et les Masmouda plutôt sédentaires dans les montagnes du Haut Atlas. C'est un schéma, bien sûr, mais ça donne une idée. Très intéressant cette carte linguistique et historique. Et cette question autour du nom mérinide dont on parlait tout à l'heure, ça nous ouvre une porte sur une autre hypothèse assez surprenante qui lie économie et élevage, n'est-ce pas? Je pense à la fameuse laine mérino. Simple coïncidence de nom ou y a-t-il un lien réel? Qu'est-ce qu'on en sait? C'est qu'une piste passionnante, oui, même si elle reste une hypothèse, il faut être prudent. Revenons d'abord au nom Mérinide. Est-ce juste le nom d'une tribu, les Béni-Mérins, ou cela désigne-t-il autre chose? Une lecture attentive de vieux dictionnaires espagnols suggère une piste intrigante. Laquelle? Le mot mérino en castillon médiéval pouvait désigner un fonctionnaire local, une sorte d'intendant ou de collecteur d'impôts. Si les fondateurs de la dynastie mérinide avaient initialement exercé ce type de fonction administrative, ce qui collerait bien avec l'idée d'une bureaucratie prenant le pouvoir, cela pourrait expliquer l'origine du nom de la dynastie. C'est une possibilité. Et c'est là qu'intervient le mouton. Le lien avec la laine mérinos viendrait du mouton du même nom, mondialement célèbre, pour sa toison exceptionnellement fine, dense et abondante. L'hypothèse, c'est que cette race ovine aujourd'hui très prisée pourrait descendre des moutons spécifiquement adaptés aux régions montagneuses et froides d'Afrique du Nord. Un espace historiquement dominé par les Zenata et les Mérinides, donc. Exactement. Pensez aux races marocaines comme la Timadite, la Boudi ou la Bergui, à tête rouge ou blanche. Ce sont des moutons plus petits, robustes, avec une laine épaisse de grande qualité pour résister au climat montagnard. Ils sont différents des moutons de plaine, comme le sardi, plus grands, adaptés aux plaines, comme la chaouia. Cette souche de moutons montagnards nord-africains serait ensuite passée en Espagne, où la race mérinos a été sélectionnée et développée, avant d'être exportée, notamment aux Amériques et en Australie, devenant un pilier de l'économie lainière mondiale. Ah, c'est fou ça. Incroyable. Qui aurait cru qu'en parlant des Zenata, on finirait par discuter de l'histoire mondiale de l'élevage ovin? C'est passionnant. Pour revenir aux groupes humains, est-ce qu'on peut identifier d'autres tribus marocaines actuelles qui ont un lien historique fort avec cette grande famille Zenata? Oui, absolument. On peut en citer plusieurs. Par exemple, les Guérouanes, installés près de Meknès, conservent des traces d'accent zénati. Les Bénis Nassen, dans la région de l'Oriental, parlent un dialecte clairement identifié comme zénati.
Le cas des Émours est intéressant. Leur base principale est considérée comme Singja, mais il y a des influences et des fractions Zenati bien présentes, notamment du côté de Kémissé. Ou encore les Haïd Segrouchen, Oui. une tribu historiquement Zenati du Moyen Atlas, qui, bien qu'ayant migré vers le sud-est, a remarquablement conservé son parler Zenati caractéristique au milieu d'autres groupes. Cela illustre bien la persistance des identités linguistiques et culturelles, même à travers les déplacements et les siècles. Une fraction tribale peut migrer, s'installer ailleurs et garder la structure de son parler d'origine très longtemps. Alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, on a commencé par dire qu'il fallait éviter les clichés de tribus figées, de blocs monolithiques. Qu'est-ce qui ressort le plus de cette exploration des Zenata finalement? Ce qui ressort avant tout, je pense, c'est la confirmation de cette fluidité et de cette interconnectivité permanente qui caractérise l'histoire du Maghreb. Les Zenata n'étaient pas un bloc isolé, mais des acteurs majeurs et dynamiques. Ils ont profondément façonné l'histoire politique, militaire, cette fameuse cavalerie a laissé une marque durable, mais aussi culturelle de la région et bien sûr d'Al-Andalus. Leur influence se lie encore dans la langue, peut-être même indirectement dans l'économie mondiale via cette histoire des moutons mérinos. La toponymie reste aussi une archive vivante qui nous permet de suivre leurs mouvements, leurs implantations. Et on note souvent des mouvements allant du sud vers le nord. Un schéma migratoire ancestral qui, sous des formes bien différentes évidemment, continue d'une certaine manière aujourd'hui vers l'Europe. C'est une perspective intéressante. L'autre point vraiment frappant, et illustré par l'exemple des Mérinides, c'est la rapidité avec laquelle des transformations sociales et culturelles profondes peuvent s'opérer. Même si la technologie actuelle donne l'impression d'accélérer le temps, cette capacité d'un groupe à s'adapter, à se réinventer, parfois en une seule génération, ce n'est pas nouveau. Cela met en lumière l'importance absolument cruciale de la transmission. Transmission des savoirs, des savoir-faire, des codes culturels. Quand cette chaîne de transmission se distend ou se rompt, que ce soit à cause des technologies aujourd'hui qui créent parfois des fossés entre générations, ou à cause des guerres, des migrations rapides ou d'autres facteurs hier, eh bien, ça peut engendrer des décalages, des incompréhensions. Ce n'est pas forcément que les nouvelles générations rejettent le passé, mais parfois l'information, l'héritage ne passe tout simplement plus aussi bien, quoi. Une exploration vraiment passionnante qui nous montre toute la complexité et la richesse de l'héritage Zenata, bien au-delà des images simplistes qu'on peut avoir parfois. Merci beaucoup de nous avoir guidés à travers ces méandres historiques. Et pour terminer, une petite question pour la route qui nous ramène un peu à aujourd'hui. On a vu comment les Mérinides, partis d'une position de pouvoir peut-être inattendue, décrits comme frustes, sont devenus très vite une dynastie raffinée et florissante. En pensant à cette capacité d'évolution et de redéfinition rapide des groupes et des identités, quelles pourraient être les forces actuellement à l'œuvre dans nos sociétés, peut-être encore discrètes, sous-estimées, semblant impréparées, qui sont en train de façonner l'avenir d'une manière que nous ne percevons pas encore tout à fait? Voilà, de quoi réfléchir.